Aujourd'hui, on entame une exploration approfondie, absolument fascinante, sur un concept qui remet en question la base même de notre fonctionnement quotidien. Ouais, le mot n'est pas trop fort, on touche vraiment aux fondations là. Complètement. On plonge dans la vision de l'homme conscient, ou ce que nos sources appellent parfois l'homme nouveau. C'est une vision élaborée par Annie et Véronique, et j'ai sur la table une pile de documents incroyablement riches. Il y a tout, hein. Des réflexions audio, des textes analytiques très poussés. C'est ça. Et même des cartographies visuelles qui décrivent vraiment cette transition antérieure. Mais je pense qu'il est crucial de préciser d'emblée, pour ceux qui nous écoutent, que ces sources offrent une observation purement clinique. Exactement. C'est une analyse qui est totalement neutre, il n'y a aucun jugement moral là-dedans. Voilà, le but ici, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points, on va pas dire ce qui est bien ou mal, on va vraiment décortiquer la mécanique de la conscience. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment un être humain peut passer d'une vie de survie. Une vie entièrement basée sur la réaction automatique face à l'environnement, oui. Tout à fait. Passer de cette survie à une vie de création, consciente, ancrée dans l'action délibérée. Et surtout, comment accomplir cette transition en évitant le piège très subtil de l'isolement spirituel. Je suis ravi qu'on aborde ça parce que cette transition, elle change littéralement tout. Quand on prend le temps d'étudier cette vision, on réalise que ça modifie jusqu'à la perception la plus fondamentale du temps, et même de la réalité physique. C'est pas juste une petite méthode de développement personnel en plus, quoi. Ah non, pas du tout. C'est pas un léger ajustement psychologique, c'est un changement de paradigme complet sur la façon dont la matière, les événements extérieurs et la conscience interagissent au quotidien. Bon, décortiquons ça. Pour bien saisir ce nouveau modèle, nos documents suggèrent de d'abord regarder l'ancien modèle, celui dans lequel la grande majorité de la société évolue encore. L'ancien modèle, c'est ce que les textes appellent l'humain compartimenté. Ou la vie de réaction. Mais comment ça se traduit concrètement dans le fonctionnement d'une personne de tous les jours? Ça décrit un être dont l'énergie vitale est totalement dispersée, fracturée même. Concrètement, ça donne une personne dont le corps physique ressent une chose, le corps émotionnel est agité par une autre chose, et le mental, Le mental tourne à plein régime sur un tout autre sujet. voilà. Le mental est occupé à rationaliser ou à s'inquiéter de quelque chose qui n'a rien à voir. Tout est séparé. Et le résultat direct de cette compartimentation, si je lis bien mes notes, c'est une attention complètement morcelée. C'est inévitable. L'individu est constamment bousculé par les événements extérieurs, il évolue dans une posture de défense permanente. Toujours prêt à réagir à la moindre attaque perçue, en fait. Que ce soit une remarque un peu sage d'un collègue ou juste un imprévu dans l'emploi du temps. C'est une vie d'épuisement. On passe son temps à réagir. Et pour illustrer le passage vers le nouveau modèle, donc la création consciente, j'ai trouvé dans les textes une allégorie assez inattendue, celle de la pâte à gâteau. Ah oui, l'image est triviale, mais elle est redoutablement efficace. Comment une recette de cuisine peut expliquer cette transition vers la conscience cayenne? Je suis fascinée par cette image. Eh bien, l'homme conscient, selon les textes, c'est celui qui a fusionné toutes ces dimensions compartimentées. Dans l'ancien modèle, les ingrédients sont séparés sur le comptoir de la cuisine. La farine d'un côté, les œufs de l'autre, le sucre un peu plus loin. Exactement. Et l'individu passe son temps à essayer de gérer chaque ingrédient individuellement. C'est épuisant. Chez l'homme nouveau, l'intégration est totale. Les dimensions physiques, mentales et émotionnelles sont mélangées. Elles deviennent une pâte lisse et homogène. Il n'y a plus de grumeaux. Les fameux grumeaux qui représentent ici les blocages émotionnels ou les réactions disproportionnées. C'est ça. Chaque élément joue son rôle sans chercher à dominer ou annuler les autres. Cette fusion intérieure m'amène à une autre métaphore hyper intéressante dans nos documents, celle du conducteur de voiture. Apparemment, cette harmonisation modifie complètement le rapport au monde extérieur, Oui, les textes expliquent que l'homme de l'ancien modèle est un conducteur crispé. alors que l'homme conscient devient la route. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan de la lutte au quotidien? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette fusion anéantit purement et simplement la notion même de lutte. Le conducteur crispé voit chaque virage, chaque intempérie comme une agression personnelle. Il lutte contre la route. Mais à partir du moment où la frontière stricte entre le soi et l'extérieur s'efface, L'individu réalise que l'environnement n'est que le reflet de sa propre patte intérieure. donc s'opposer à un événement extérieur, ça reviendrait littéralement à s'opposer à soi-même. Ce serait perçu comme une absurdité mécanique, totale. Mais attendez, si on arrête de lutter contre l'environnement, est-ce que ça veut dire qu'on devient passif face aux dangers ou au chaos de la vie? Que d'un coup tout devient un lac tranquille?
Ah, c'est le piège classique de l'interprétation. Le chaos extérieur existe toujours. La vie matérielle continue d'apporter son lot de frictions. Nos sources prennent d'ailleurs l'image d'un surfeur face à une vague géante. Oui, la vague représente le chaos. Ça peut être un licenciement, une crise mondiale, un conflit relationnel. La résistance cesse, mais pas l'action. Au lieu de se raidir, de paniquer ou d'essayer de frapper l'eau pour l'arrêter, ce qui ne marcherait pas de toute façon, L'homme conscient épouse le mouvement de la vague. Il utilise la puissance gigantesque de ce courant à son avantage au lieu de s'y épuiser. il y a une fluidité absolue. C'est une posture qui demande un abandon total de certaines de nos habitudes les plus ancrées. D'ailleurs, Annie et Véronique insistent sur un point crucial pour atteindre cette fluidité, c'est l'effondrement de notre rapport au temps linéaire. L'ancien modèle semble complètement écrasé par le poids du passé et terrifié par l'avenir. En quoi ce temps linéaire est-il un obstacle à la création consciente ? La mécanique psychologique décrite dans nos sources est implacable. Dans l'ancien modèle, l'attention voyage constamment, entre un hier rempli de regrets ou de traumatismes et un demain rempli d'attentes ou de scénarios catastrophes. L'attention n'est jamais vraiment là au final. Jamais. Or, la peur est intrinsèquement liée à l'anticipation d'un futur. On ne peut avoir peur que de ce qui pourrait arriver. C'est vrai que si on enlève le futur, la peur n'a plus nulle part où s'accrocher. En supprimant cette projection linéaire vers l'avant, la peur perd instantanément son carburant conceptuel. Elle s'effondre d'elle-même. L'homme nouveau vit donc dans un état de présence absolue, une sorte de succession de maintenant. Et c'est cette absence de peur anticipative qui permet de passer d'une réaction automatique de survie à ce que les auteurs appellent une action délibérée. Une action qui n'est plus dictée par la panique de ce qui va suivre, c'est décrit dans les notes comme étant chirurgicale. C'est le mot parfait. C'est net, précis, sans bavure émotionnelle. C'est une belle expression, mais j'imagine que ça enlève une grande partie du drame émotionnel auquel on est si habitué. Les textes utilisent la formule « la saveur sans le drame Oui. Et c'est assez paradoxal pour une société qui carbure aux extrêmes émotionnels, on est d'accord. ». On adore le drame, collectivement. Pourquoi ce besoin de drame à la base ? Ce besoin de drame vient d'une sensation de vide intérieur. Souvent, dans un état compartimenté, l'individu a l'impression que s'il ne vit pas des montagnes russes, des tragédies ou des euphories débordantes, il n'existe pas. Il faut surjouer les émotions pour se confirmer à soi-même qu'on est vivant. Exactement. L'homme conscient, lui, a cette certitude d'être. Il n'a plus besoin de grossir le trait. L'émotion est vécue pleinement, la saveur de la vie est même plus intense car l'attention n'est plus morcelée, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Mais il n'y a plus ce théâtre épuisant en surface. Mais ça soulève quand même une question éminemment pratique. Conserver cette posture d'action délibérée et de présence au quotidien, sans retomber dans le drame, ça se fait pas par magie. Non, ça demande une certaine hygiène intérieure. Les documents parlent d'un outil très spécifique pour y parvenir, appelé la mécanique des ombres et son fameux effet élastique. Comment fonctionne cette mécanique ? C'est vraiment le cœur du maintien de cet état. La mécanique des ombres explique que tout ce qu'un individu réprime ne disparaît pas. Ses traumatismes enfouis, ses sentiments honteux, les parts de sa personnalité qu'il juge inacceptables. Tout ça devient des ombres. Et ces ombres tirent les ficelles depuis les coulisses de l'inconscient. L'effet élastique, c'est l'idée que plus on tente de s'éloigner d'un conflit intérieur en le fuyant, Plus on tire sur l'élastique, jusqu'à ce que la tension soit trop forte et que la vie nous le renvoie en pleine figure dans la matière. aurions-nous un exemple concret de cet effet élastique dans le matériel d'analyse, pour bien visualiser ? Bien sûr, imaginons une personne qui fuit systématiquement son propre pouvoir, sa propre autorité intérieure, par peur de déplaire. D'accord. Le genre de personne qui s'efface tout le temps. Voilà. La mécanique des ombres stipule que cette fuite va générer par compensation l'apparition répétée de figures tyranniques dans sa réalité quotidienne. Un patron abusif, un conjoint contrôlant, ce genre de profil ? Exactement. L'environnement extérieur se charge de forcer l'observation de l'ombre intérieure. Le tyran extérieur n'est que l'élastique qui revient claquer au visage de l'individu pour lui montrer sa propre démission. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la réponse à cet effet élastique va complètement à contre-courant de la tendance actuelle au bien-être à tout prix. Ah oui, on est loin des phrases inspirantes sur les réseaux sociaux. Nos sources recommandent d'adopter la posture élevée, qui rejette formellement ce qu'on appelle la positivité toxique. Au lieu de fuir vers la lumière et de se forcer à penser positivement, il est demandé d'affronter ce chaos. La positivité toxique ne serait qu'une forme sophistiquée de fuite, alors.
Complètement. Se forcer à répéter que tout va bien quand l'intérieur est en feu, ça ne fait que tendre l'élastique un peu plus. La posture élevée, ça implique quoi concrètement? Ça implique un courage brut, celui de regarder son propre chaos en face. C'est l'essence même de la transmutation. Il ne s'agit pas d'analyser sans fin ses ombres ou de s'auto-flageller, si j'ai bien compris. Non, surtout pas d'analyse mentale interminable. Il s'agit de les observer de manière neutre. Le simple fait d'observer un schéma répétitif sans s'identifier à l'émotion qu'il provoque suffit à désamorcer le programme. C'est cette observation clinique de soi-même qui élimine les grumeaux de la pâte, pour reprendre notre allégorie du gâteau, et empêche la rechute dans les réactions automatiques. C'est la clé de voûte du système. L'individu parvient donc à intégrer ses ombres, à s'ancrer dans le présent et à agir de manière délibérée. Il devient plein et entier. Il devient autosuffisant. Cependant, et c'est là que ça se corse, Annie et Véronique identifient un danger paradoxal à ce stade précis de développement. Elles parlent du piège de la plénitude. On pourrait penser que la plénitude est le but ultime, alors pourquoi c'est un piège? Parce que cette autosuffisance intérieure peut mener tout droit à l'isolement pur et simple. Comment ça? Quand l'homme conscient a fusionné ces dimensions, il réalise qu'il possède toutes les réponses en lui-même. Il n'a plus ce besoin viscéral de validation, d'approbation ou de réassurance. Ce besoin qui motive, il faut bien l'avouer, la vaste majorité de nos interactions humaines classiques. Exactement. On parle souvent pour se rassurer ou pour être aimé. Sans ce besoin des autres pour se rassurer, l'individu peut se replier sur lui-même. S'isoler dans sa petite bulle de conscience. Pire encore, de l'extérieur, pour ceux qui vivent encore dans le drame et le morcellement, cette neutralité tranquille peut être perçue comme une terrible froideur. De l'arrogance, voire un comportement presque robotique. Oui, parce qu'ils ne participent plus au drame collectif. Et face à cette simplicité, parce qu'au fond, ne plus chercher l'approbation et ne plus lutter, c'est très simple, l'esprit humain semble paniquer. L'ego déteste la simplicité. Nos notes font état d'un ego spirituel qui tente de reprendre le contrôle à ce moment-là. Comment ce sabotage opère-t-il? Eh bien, l'être humain est programmé depuis des millénaires pour résoudre des problèmes complexes. Face au vide apparent de cette neutralité et de cette absence de lutte, l'ego se sent inutile. Il panique complètement. Il a besoin d'avoir un os à ronger. C'est ça. Pour se redonner de l'importance, cet ego spirituel va recréer de la complexité de toutes pièces. Du genre. L'individu va soudainement s'imposer des protocoles rigides, des routines matinales de 3 heures, des régimes drastiques ou des dogmes mentaux très stricts. Tout ça sous couvert de développement personnel ou spirituel. L'impératif mentionné par les auteurs, c'est de fuir cette complexité artificielle, n'est-ce pas? Oui, il faut demeurer dans la simplicité nue de la présence, même si cela donne le vertige à l'ego. Mais alors, comment on fait pour éviter de s'isoler dans sa grotte de plénitude? Comment cet homme conscient, devenu autosuffisant et débarrassé de ses protocoles complexes, fait-il pour rester connecté au reste du monde? Si on relie ça à une vision plus globale présente dans les textes, la réponse est qu'il faut redéfinir la nature même de l'altérité. La façon dont on voit les autres. Dans l'ancien modèle, l'autre est un concurrent, une menace ou un juge devant lequel il faut performer. Dans le nouveau modèle, la perception s'élargit. Les autres humains sont perçus comme des parties absolument nécessaires. Des rouages complémentaires d'une harmonie dont l'individu fait partie. L'autosuffisance intérieure n'annule pas l'interdépendance de l'ensemble. C'est le point fondamental. Nos documents proposent l'allégorie de la symphonie collective pour illustrer ça. J'aimerais qu'on s'y arrête car elle est très parlante. Dans cette symphonie, l'homme nouveau est comparé au joueur de cymbales d'un grand orchestre. C'est une excellente métaphore. Dans la vie de tous les jours, comment ce joueur de cymbales se comporte-t-il par rapport, disons, au premier violon qui joue tout le temps? Le musicien, dans l'ancien modèle, serait rongé par la jalousie en voyant le violoniste accaparer toute l'attention. Il essaierait de faire du bruit avec ses cymbales n'importe quand pour prouver qu'il existe. Ce qui ruinerait la symphonie. Évidemment. Le joueur de cymbales conscient, lui, connaît l'utilité exacte de son instrument. Il n'envie pas le violon. Il attend son moment. Avec une concentration absolue, même si sa partition ne prévoit qu'une seule frappe à la toute fin du mouvement. Et au-delà de l'action, il connaît la valeur inestimable de son silence pendant le reste de l'œuvre. Il sait que son silence est tout aussi créateur que son action. C'est magnifique comme perspective. C'est la fin du besoin d'exister par l'agitation. Pour traduire cette allégorie dans le quotidien, nos documents mettent en avant des actions et des postures spécifiques pour demeurer connectés aux autres. Oui, des actions très concrètes.
La première action serait de reconnaître l'utilité intrinsèque de chaque rencontre. Même les interactions désagréables trouvent leur place dans cette symphonie. C'est la base de la connexion consciente. Si une interaction se produit, c'est qu'elle a une fonction dans l'instant. Il n'y a plus besoin de séduire ou de convaincre. La deuxième action quotidienne qui est directement liée, c'est l'utilisation constante de l'effet miroir dont on parlait plus tôt avec l'élastique. Au lieu de juger une personne irritante, l'individu utilise cette friction. L'autre devient un partenaire d'évolution involontaire en quelque sorte. Un partenaire qui vient pointer la zone d'ombre à observer. L'irritation cesse d'être une nuisance pour devenir une information pure. Et la troisième action évoquée pour maintenir cette connexion, malgré l'autosuffisance, c'est l'engagement dans ce qu'ils appellent une co-création spontanée. Les sources utilisent la fascinante image des murmures d'oiseaux. Les nuits géantes détournent-nous dans le ciel, oui. La murmuration, c'est l'exemple parfait d'une action délibérée et collective sans chef d'orchestre. Des milliers d'oiseaux qui volent à grande vitesse, forment des figures complexes et changent de direction instantanément sans jamais se percuter. Il n'y a pas de comité de direction, pas de loi restrictive ou de rapport de force entre eux. C'est un ajustement synchronisé en temps réel, basé sur la réceptivité totale à l'environnement. L'interaction entre des individus conscients vise cet état, alors. C'est ça l'objectif. Une danse fluide où la réalité matérielle est co-créée instant après instant, sans la friction de la compétition égotique. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte ? Si on résume l'analyse de ces documents, on comprend que la vision de l'homme nouveau par Annie et Véronique s'éloigne de toute image mystique. Il n'y a rien de perché là-dedans, c'est très terre-à-terre. C'est un état d'hyper-présence. C'est un humain qui refuse le morcellement, qui a le courage clinique d'intégrer ses propres ombres et qui a définitivement arrêté de considérer la réalité comme un ennemi à abattre. Et surtout, un être qui, au lieu de s'isoler dans sa perfection, reconnaît la place de chaque individu dans la vaste symphonie humaine. Le constat est limpide, mais l'intérêt de ces sources réside vraiment dans leur applicabilité. Pour ceux qui s'interrogent sur la manière d'amorcer ce changement, il est possible d'extraire de cette analyse une feuille de route en 3 étapes claires, à expérimenter dès demain. C'est là que la théorie devient pratique. Quelles sont ces 3 étapes pour amorcer le passage vers la conscience délibérée ? La première étape proposée s'articule autour de l'effet miroir. L'idée est que face à une irritation soudaine ou même une fascination excessive envers une situation ou une personne, l'individu doit suspendre la réaction automatique de jugement. Au lieu de critiquer l'extérieur, on se tourne vers l'intérieur. Il convient de se poser la question. Qu'est-ce que ce comportement révèle très précisément à l'intérieur ? L'extérieur sert de diagnostic. Super clair. Et la deuxième étape ? La deuxième étape demande de repérer les répétitions pour contrer l'effet élastique. Il s'agit d'observer honnêtement les dynamiques récurrentes dans sa vie. Face à un scénario de vie qui se répète, que ce soit des conflits professionnels ou des échecs chroniques, l'exercice consiste à cesser d'accuser la malchance ou les autres. Exactement. Il faut chercher quelle part de soi rejetée se cache derrière ce décor répétitif. C'est un sacré travail d'honnêteté. Et la troisième étape ? La troisième étape, souvent perçue comme la plus ardue, consiste à tolérer l'inconnu. Tolérer l'inconnu. Pas facile quand on veut tout contrôler. Face à une situation complexe, le réflexe mental est de vouloir tout contrôler immédiatement, trouver une solution à tout prix. La pratique demande de s'autoriser à ne pas avoir la réponse tout de suite. Il s'agit de laisser un chaos temporaire exister sans fuir vers un protocole rigide. Pour permettre ainsi à une clarté authentique d'émerger d'elle-même dans le moment présent. Tolérer l'inconnu pour laisser naître la clarté. C'est un programme qui exige de lâcher prise sur nos réflexes de survie les plus profonds, mais qui promet en retour d'accéder à la véritable création consciente. Ça demande de la pratique, mais les résultats sur la perception de la vie sont incommensurables. Ça soulève d'ailleurs une question importante, une réflexion finale déposée dans les textes qui pousse le concept à son paroxysme, et j'aimerais qu'on termine là-dessus. Je vois très bien de quoi il s'agit. C'est vertigineux. Les sources avancent que l'interaction entre des consciences harmonisées selon ce principe de la nuée d'oiseaux génère littéralement la structure de la matière et façonne un univers physique dénué de chaos. Ça amène à une pensée très provocatrice pour l'auditoire. Si l'environnement physique actuel, les systèmes sociétaux, semblent si chaotiques et conflictuels, se pourrait-il qu'ils ne soient que le reflet matériel exact de la fragmentation intérieure collective de l'humanité ? C'est une question lourde de sens.
Dès lors, la véritable restructuration du monde ne commencerait ni par de nouvelles législations, ni par des bouleversements extérieurs. Mais elle reposerait exclusivement sur la simple intégration, silencieuse et individuelle, des ombres de chacun. L'environnement extérieur comme simple écran de projection de notre état intérieur collectif. Ça remet les responsabilités à leur juste place. C'est une perspective qui donne un tout autre sens à la moindre de nos interactions quotidiennes. Voilà une réflexion majeure à laisser infuser pour tous ceux qui nous écoutent. Une très belle piste de travail, en effet. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse détaillée et on vous souhaite une excellente observation de vos propres dynamiques intérieures.